Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, la jeunesse est-elle l'âge des possibles ou l'âge des impossibles ou les deux encore? C'est la question qui parcourt Moi jeune, un très beau livre qui vient de sortir, fruit des ateliers d'écriture d'une drôle de zèbre dont on va parler avec l'invité du Grand Oral, le journaliste Édouard Zambeau. L'anti-sèche d'Amal Laoui ou comment l'actualité résonne dans les programmes. Bon, on a décidé que l'actu c'était la sortie de ce livre. On va donc vous parler non pas de la ZEP d'Édouard Zambeau mais des ZEP et on va vous raconter leur histoire. À l'heure de la récré, toujours avec Amal, on range sa chambre, enfin on essaye. Et puis comme tous les mardis, notre rendez-vous avec Marie-Olivier et son cours particulier. Vous connaissez sans doute le grand photographe Reza, et bien vous allez découvrir les ateliers Reza, la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. Il y a donc les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, mais il y a aussi la ZEP, la zone d'expression prioritaire. C'est un média associatif créé en 2015 par deux journalistes, Emmanuel Vaillant et Édouard Zambeau. Ce dernier est notre invité pour le Grand Oral à l'occasion de la sortie d'un nouveau livre. Il a été entièrement rédigé par des jeunes qui ont suivi les ateliers d'écriture de la ZEP. Son titre, Moi jeune, sous-titre absolument super. Bonjour Édouard. Bonjour Emmanuel. Vous vous souvenez que vous avez fait de la radio dans la vie? On ne fait pas des titres comme ça. Non mais c'est un très beau titre. Autoportrait d'un HD, et alors IM entre parenthèses, possible. Donc on peut le lire Âge des possibles ou Âge des impossibles. Et c'est vrai que c'est ça que ça raconte l'éditeur, ce sont les éditions Les Petits Matins. Vous êtes directeur éditorial de cette ZEP. En quelques mots, le principe de la zone d'expression prioritaire. Je dis parce que je dis des ateliers d'écriture, mais j'ai tout dit et rien dit à la fois. Le principe est très simple, on est persuadé que tout le monde a quelque chose à dire, mais ne se sent pas forcément légitime à le faire et n'a pas forcément les armes pour le faire. Donc nous avons agrégé avec Emmanuel, et puis maintenant une équipe de 10 salariés et 4 services civiques, toute une petite galaxie de journalistes permanents ou pigistes qui font des ateliers d'écriture, mais aussi des ateliers radio, avec un mantra assez simple, tu as quelque chose à dire, nous allons t'aider à le faire, et ce que tu dis est suffisamment important pour trouver sa place dans des médias grand public, d'où le fait, mais je pense qu'on en reparlera, qu'on a pas mal de partenariat avec Libé, avec Ouest France, avec Combini, avec Le Monde Campus à un moment, avec Le Monde pendant une époque, voilà. Enfin, vous les trouvez comment ces jeunes? Ils viennent vers nous. C'est souvent les enseignants qui nous sollicitent parce qu'ils nous connaissent et qu'on a souvent déjà travaillé avec eux. Donc on a une grosse part de notre activité qui est en milieu scolaire. On travaille aussi avec les missions locales, on travaille aussi avec les écoles de la deuxième chance, avec la PJJ, avec le monde carcéral. Voilà. En gros, nous, la seule chose qu'on demande, c'est qu'un groupe soit constitué, soit à peu près volontaire pour venir jouer avec nous et faire un cycle d'ateliers d'écriture. Le cahier des charges que vous leur proposez, vous dites, c'est raconter une expérience, mais c'est pas forcément donner un avis. C'est surtout pas donner un avis. Voilà, alors pourquoi et comment on s'y prend? Parce qu'on veut pas faire des bébés journalistes et encore moins des bébés éditorialistes. On est persuadé que chacune des petites, avec tous les guillemets nécessaires, histoires que dont chacun d'entre eux est porteur, raconte une histoire plus grande, plus collective, qui est un peu celle qui nous permet petit à petit, par petites touches, dans ce livre, mais aussi ailleurs, d'essayer de dresser une sorte de chronique quotidienne de l'époque. Et donc on leur dit très, très abruptement, ce qui nous intéresse, c'est pas votre avis, c'est votre vie. Et on essaye de les mettre dans une posture narrative. Quelle est la plus grande finalement des inégalités? C'est le sentiment, la légitimité dont on se sent investi de se raconter, de raconter sa propre histoire ou pas. Mais justement, Édouard Zambeau, ce qu'on propose, nous, c'est de raconter leur propre histoire. Et oui. Et néanmoins, et c'est l'introduction du livre que co-signez cette intro avec Emmanuel Vaillant, moi je n'ai rien à dire. En première intention, la réponse est irrémédiablement la même, comme une porte fermée, trop de gêne, ou plutôt de pudeur, d'impossibilité pour se lancer sans réticence. Citation suivante, de toute façon ça n'intéresse personne. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre? On les réassure d'abord sur l'intérêt, on fait des jeux d'écriture, on discute avec eux beaucoup, on les écoute, ce qui est pas forcément une posture dont ils ont beaucoup l'habitude de la part d'adultes et encore plus de journalistes. En fait, souvent, ces jeunes ont le sentiment qu'ils ont, quand ils apparaissent dans les médias, un rôle préassigné, ou alors simplement une valeur illustrative. Et nous, on leur dit, on va pouvoir essayer de raconter. Évidemment, on ne vient pas dans un souci biographique, il ne s'agit pas de raconter ma vie, mon œuvre pour chacun de ces jeunes qu'on accompagne, mais il s'agit de leur dire, voilà, tu es porteur d'une problématique, tu habites dans un quartier excentré, par exemple,
On ne va pas parler mobilité, on va raconter ton voyage en bus. Les fins de mois sont difficiles. Si on chroniquait un petit peu la vie de ton réfrigérateur. Voilà, et toujours d'avoir... Et vous tirez ce fil à chaque fois. Voilà, il faut trouver le fil. Une entrée microscopique. Mais là, on réinvente rien. Et puis, ni Emmanuel ni moi... Et Emmanuel et moi avions l'habitude, dans nos pratiques journalistiques précédentes, d'avoir toujours ce souci du microscopique, si je puis dire, et on essaye simplement d'accompagner. On écrit avec, on écrit pour. Il faut, et c'est indispensable, que ça reste leurs histoires. Et à la fin, évidemment, c'est eux qui lisent, qui valident la publication. Et ça raconte l'écologie, l'éducation, la famille, le numérique, la santé, etc. Je donne là les titres des grandes parties de l'ouvrage. On se retrouve dans quelques minutes. Édouard Zambo, c'est l'heure de l'anti-sèche avec Amal Laoui. Ah bah je vais apprendre Amal, ranger sa chambre, c'est tout à l'heure. Il est impatient, hein, cet Édouard. Mais non, pour le moment, on s'est dit que tant qu'à parler de la ZEP, la zone d'expression prioritaire, on allait faire un petit rappel historique sur les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, et notamment le contexte dans lequel elles ont été créées. On parle toujours de 1980 parce que c'est la date de démarrage, mais en fait, l'histoire remonte à bien avant. Oui, la massification de l'enseignement par la prolongation de la scolarité obligatoire à 16 ans en 1959 et par la création du collège unique en 1977 avait pour objectif l'élévation du niveau de formation des nouvelles générations. Elle avait aussi pour objectif la réduction des inégalités des destins scolaires. Espoir de démocratisation qui ont été déçus, et donc il a fallu penser autrement les causes de l'échec scolaire. Et là, vous allez nous reciter Bourdieu et Passeron, auxquels vous aviez déjà consacré une chronique. C'est ça, des travaux de sociologie, dont ceux de Bourdieu et Passeron, ont ainsi révélé l'importance de l'origine sociale des élèves, en insistant notamment sur le rôle joué par l'environnement familial et social, et plus particulièrement par le niveau d'instruction des parents sur la réussite scolaire. Donc ces recherches montrent également comment inégalité sociale et disparité spatiale se conjuguent et se renforcent. Elles conduisent à la concentration d'élèves ayant de grandes difficultés scolaires au sein de certaines zones. Et là, on arrive bel et bien en 81, et vous avez prononcé le mot à la création de ces zones d'éducation prioritaire. Oui, la politique des ZEP a été mise en place en 81 par le ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary. La circulaire du 9 juillet 81 en précise l'objectif, je cite, « corriger l'inégalité sociale par le renforcement sélectif de l'action collective dans la zone et dans les milieux sociaux où le taux d'échec scolaire est le plus élevé ». Donc c'est une idée de compensation, c'est ça? Exactement, cette politique se présente comme une politique de compensation qui met donc l'accent sur le manque des élèves et de leurs familles. Et pour la première fois dans l'éducation nationale, eh bien, une stratégie inégalitaire était utilisée dans un objectif d'équité. Ce réseau a donc pour objectif d'améliorer les résultats scolaires des élèves des quartiers défavorisés. Quelques chiffres, peut-être pas trop parce qu'on ne va pas tous les retenir, mais quand même pour Alors, au moment de leur création, des choses. À la rentrée en 82, les zones prioritaires donc, sont créées. Elles scolarisent 8,3% des écoliers, 10,2% des collégiens, 7,4% des élèves de lycée professionnel et 0,8% de ceux de lycéens d'enseignement général et technologique. Il y a 363 zones prioritaires. Rentrée 2020. Rentrée 2020, 1093 réseaux composent la carte de l'éducation prioritaire avec 729 collèges et 4195 écoles en REP. Donc REP, c'est les réseaux d'éducation prioritaire, c'est ce qui a remplacé les ZEP ou R+, réseau d'éducation prioritaire renforcé. Il y a 363 collèges et 2456 écoles en REP. Au total, donc plus d'1,7 REP+. Au total, donc plus d'1,7 million d'élèves bénéficient des différents dispositifs de l'éducation prioritaire. Au cœur de ces dispositifs, au cœur de cette aide? Eh bien, dans ces établissements, les professeurs disposent de conditions particulières d'exercice qui leur permettent notamment de développer et de faciliter le travail collectif et la formation continue. Les classes sont beaucoup moins chargées avec au maximum 25 élèves par classe. Et le bilan alors? Parce que sur le papier, tout cela a l'air formidable. Ça a l'air formidable sur le papier, mais en 40 ans d'existence, les résultats sont plutôt mitigés. Selon un rapport de la Cour des comptes publié en 2018, eh bien, les résultats ne sont pas satisfaisants malgré les moyens investis. L'éducation prioritaire a coûté 1,6 milliard d'euros en 2017. Par exemple, eh bien, les résultats en français et mathématiques dans ces zones prioritaires, ils sont 20 à 35% moins bons que dans les autres établissements, alors que l'objectif était fixé de réduire à moins de 10% les écarts de niveau. Il y a aussi une autre mesure qui est une mesure phare de la présidence Macron,
Alors ça, le dédoublement des classes de CP. Le dédoublement des classes de CP, CE1 et de grandes sections dans les zones d'éducation prioritaire. Donc vous l'avez dit, c'était une des mesures phares du quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas vraiment permis, en tout cas pour le moment, une amélioration des résultats scolaires et n'a pas encore été achevée. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, prévoyait sa finalisation en septembre 2022, donc à cette rentrée, mais elle sera finalement achevée au plus tôt à la rentrée 2023. Merci beaucoup Amal pour cet anti-sèche sur les ZEP. On retourne maintenant dans la ZEP, suite du Grand Oral. La violence d'un proche ou d'une institution, l'éveil au féminisme ou à l'écologie, la dureté d'un quartier comme sa chaleur, la joie d'entrer dans la vie active ou la difficulté de s'y insérer. Voici quelques-uns des thèmes traités dans Moi jeune, autoportrait des impossibles ou autoportrait des possibles. On peut lire le titre de deux façons différentes. En tout cas, ce livre vient de sortir aux éditions Les Petits Matins, résultat du travail produit par la zone d'expression prioritaire dont Édouard Zambo est le directeur éditorial. L'idée, vous disiez, c'est qu'il se raconte, mais aussi qu'il raconte le pays. Quelles sont les lignes de force ? La ligne de force, c'est quand même une assez grande inquiétude qu'on voit poindre. On se posait la question à la fin de ce travail de savoir si l'insouciance était encore quelque chose d'admis, de possible. On n'a évidemment pas la réponse. Il faut aussi nuancer parce qu'on s'adresse évidemment prioritairement aux zones d'expression prioritaire qui recoupent pas mal les zones d'éducation prioritaire, les réseaux aujourd'hui dont tu as mal parlé. Donc on a évidemment tendance à se focaliser, nous, sur des territoires où l'âpreté est plus marquée que dans d'autres. Mais on intervient aussi dans un collège à Neuilly, à 2 pas d'ici, où donc on a fait ce travail sur la France entière, puisqu'on est allé de Villeurbanne à Nancy, de Toulouse à Billon en Auvergne, l'Île-de-France, voilà. Enfin, on a essayé de rayonner le plus. Ce qu'on a essayé de faire et la manière dont on a éditorialisé ces textes, c'est d'essayer de voir, de les classer par ce qu'on a appelé de manière un peu abrupte les ministères de la vie quotidienne, c'est-à-dire d'essayer de faire des grandes familles. Dans ce livre, que je commençais à citer d'ailleurs, hein, mais voilà, ça vous donne les chapitres où effectivement il y a en quoi l'expertise... Santé, sécurité, justice, solidarité, sport et culture, transport. Oui, c'est vrai, il y a tous les ministères, en fait, à part les affaires étrangères. Oui, on a enlevé les affaires étrangères. Matignon. Oui, enfin, on a enlevé ce qui n'a que peu d'incidence sur la vie des jeunes. Et on a essayé de valoriser leur expertise du quotidien. Ils sont des experts d'usage, en quelque sorte, de la jeunesse. C'est loin derrière nous. Et voilà, de raconter... un âge dans une époque. Vous dites que c'est une génération qui subit de multiples violences et peut-être que ça n'est pas sans lien avec ce que vous répondiez précédemment sur la fin de l'insouciance. Oui, on a été par exemple très surpris, enfin en tout cas très interpellé par la violence des réformes scolaires telle qu'elle est vécue par... Parcoursup notamment, si je me souviens bien. Parcoursup. C'est la claque. Oui, ouais. Et avec des jeunes qui nous racontent qu'ils ont le sentiment de jouer leur destin chaque année et de le jouer de manière irrémédiable en termes d'orientation scolaire. Ça, c'est assez saisissant et ça rejoint la question de l'insouciance. En fin de troisième, il faut faire un choix. En fin de seconde, il faut en faire un autre. En fin de première, encore un. Et ils ont l'impression... Oui, et puis en terminale, on passe le bac toute l'année maintenant, donc avec le contrôle continu. Ils ont l'impression que ce sont des choix qui sont des choix sans lendemain, sans retour, sans droit de suite, avec en plus pour beaucoup le sentiment d'être déjà sur une voie plus difficile, accéder à une grande école ou à une fac parisienne. C'est loin. C'est déjà loin, c'est déjà un objectif scolaire ambitieux. Voilà, il y a cet aspect dans le domaine scolaire. Il y a aussi la très forte présence des violences policières qui est très souvent racontée, qui va parfois jusqu'à un côté presque comique, de la proximité avec la police, où des jeunes nous racontent... Oui, il y en a qui citent... ils sont capables si c'est Roger, ça va, je sais qu'il est cool, il me tape sur l'épaule, mais si c'est, je ne sais plus quoi, si Marcel, et voilà. Et si c'est la Clio bleue, je sais que c'est la BAC, si c'est la Laguna verte, je sais que c'est un tel. Des plongées dans la vie quotidenne qui sont cocasses aussi. Voilà, et avec des descriptions par le menu, parfois de jeux de chat et de la souris, où on a l'impression qu'il y a des parties de gendarmes et de voleurs qui se mettent en route et qu'elles sont interrompues, mais qu'elles reprendront le lendemain là où elles se sont arrêtées. Avec une toile de fond de tout ça rapidement, qui est alors c'est vrai pour la police, mais pas seulement, pour l'école aussi, ce sentiment d'un manque de considération. Bien sûr.
qui est très Bien fort. sûr, oui, il y a une vraie revendication au respect. Et elle passe là aussi par tous les cadres et tous les stades, y compris dans la reconnaissance d'identité multiple, qui est quelque chose qui apparaît de manière assez forte, qui est, je pense, assez générationnelle, avec des revendications féministes, des revendications de genre, des revendications... Qui sont assez récentes, mais voilà, depuis 5 ans, c'est très présent. Et qu'on voit vraiment poindre dans ce livre. Alors évidemment, si vous avez le livre en plus, ça va rajouter au désordre de la chambre. Il faut quand même la ranger. Vous voulez ranger la chambre, Édouard? On va faire une récré. Je voudrais surtout apprendre à ma fille à le faire. Ah, la récré. Amal, Édouard, et nous toutes et nous tous sommes toutes oui. Non, c'est Louise surtout qui voudrait ranger sa chambre. Louise voudrait ranger sa chambre. Voici une technique. C'est bien parce que ça balance quand même. Hein. Voici la technique d'une maman pour inciter son fils à ranger sa chambre. Vous allez voir que c'est pas très efficace. Regardez. Est-ce que tu veux jouer à un jeu? Oui. Tu as 10 minutes pour ranger ta chambre, sinon tu seras éliminé. Oh, non mais maman, laisse tomber, t'es cramée. Ça n'a pas fonctionné ton plan. Bon, alors là, il y a deux familles. Il y a ceux qui connaissent Squid Game et il y a ceux qui ne connaissent pas. Donc, on va faire la remise à niveau. Oui, parce que c'est une référence, en fait. Oui, c'est ça. La maman s'est inspirée de la série phénomène Squid Game, mais sans succès, vous l'avez vu. Squid Game, c'est donc une série sud-coréenne créée par Hwang Dong-kwok, je ne sais pas si je le prononce très bien, et qui est sortie l'année dernière sur Netflix en 9 épisodes. Eh bien, les protagonistes jouent à un jeu mystérieux pour tenter de gagner de l'argent. 456 personnes qui ont toutes des difficultés financières dans la vie sont donc invitées à prendre part à ce Squid Game. Les perdants sont exécutés sur le champ et l'intrigue est donc une métaphore des inégalités sociales, de la violence de classe dans la société sud-coréenne d'aujourd'hui. Vous aviez suivi cette série ou pas? Pas fidèlement. Moi non plus. Et vous? Non plus, Édouard? Non. C'est super, hein, c'est une relance qu'il faut qu'on tombe à plat, mais alors, splotch. Donc on va la ramasser, on va ranger le plateau là maintenant. Donc la technique de jeu n'a pas fonctionné. Est-ce que les parents doivent s'inquiéter si les ados, ou les même pas tout à fait ados, les pré-ados, enfin en gros Louise ne veut pas ranger sa chambre, oui, est-ce qu'on s'inquiète? Parlez à Édouard. Non, il ne faut pas s'inquiéter, tous les parents sont passés par là. Un enfant refuse toujours un jour ou l'autre de ranger sa chambre. En fait, cette opposition fait partie des grandes étapes du développement de l'enfant et ne peut pas être évitée. En tout cas, selon les spécialistes, oui, selon les spécialistes, ce refus est tout à fait normal. Ces refus marquent de l'enfance à l'adolescence une acquisition progressive d'autonomie et d'indépendance. Et pour certains psychologues, dont Louise Nilman, il serait préférable de laisser les jeunes gérer le rangement de leur espace comme ils l'entendent. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ouais, alors on va pas pousser trop loin non plus. C'est pas moi qui le dis. Hein, quand même, on peut imposer certaines règles. Je pose la question moi directement. Hein. Oui, s'il faut imposer quelques limites et rappeler les questions d'hygiène, pour vivre sereinement avec son adolescent, il faut respecter son besoin de liberté tout en le responsabilisant. Voilà. C'est entendu. Merci beaucoup, Amal. Fin de la récré, retour du grand oral avec Édouard Zambo. On fait de la subversion positive, on ne sait pas quand la plante fleurit, mais on essaye de planter la graine. Ainsi parlent les animateurs de la ZEP, la zone d'expression prioritaire, dont Édouard Zambo est le directeur éditorial et notre invité dans ce grand oral. Il y a eu des évaluations scientifiques de l'action de la ZEP. On ne va pas peut-être reprendre tous les résultats, si c'était pour dire que ça produit des effets et notamment un mieux-être. Elles sont disponibles, évidemment, sur le site de la ZEP. On les trouve facilement. Ça s'appelle le rapport d'impact, parce que c'est la mesure d'impact. C'est comme ça. C'est effectivement un laboratoire spécialisé qui s'appelle le Social Lab et l'Université de Lille qui se sont penchés sur ce qu'on fait. C'est très difficile de mesurer parce qu'on n'a pas d'indicateur quantitatif. Souvent, les financeurs nous demandent le nombre de sorties positives. Qu'est-ce que c'est qu'une sortie positive quand on a été capable pour la première fois de se raconter? C'est pour ça qu'on aime bien utiliser ce mot, c'est un peu cet oxymore de subversion positive que vous avez reprise, parce que effectivement on essaye de créer un champ des possibles, de faire une première fois, parce que effectivement la ZEP aussi a des interventions qui sont ancrées dans le temps, et donc de dire tu es capable, tu vas le faire et ça intéressera.
Une fois que c'est fait, on ne sait pas ce que ça donne à moyen terme. Mais effectivement, tous les gens qui se sont penchés, et à commencer par les enseignants qui nous font des retours et qui reviennent année après année nous redemander de faire des ateliers d'écriture. Bon, c'est le meilleur critère au fond. Donc, voilà, c'est que ça marche. On a une mesure de consommateur, si je puis dire. En tout cas, pour avoir lu ce rapport, cette mesure d'impact, il apparaît effectivement, et ça vous l'aviez dit quasiment au début de l'émission, que de bénéficier d'une forme d'écoute de la part des intervenants, c'était quelque chose de très essentiel et qui contribuait, et puis d'avoir pu s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur et que pour certains, ils n'avaient jamais eu l'occasion de participer. Est-ce que ce travail d'écriture, pour eux, c'est pas aussi une façon de mettre à distance, de passer de moi, vous dites moi jeune, mais joli lapsus, ceci dit, c'est moi je aussi, quand je fais des lapsus, je dis qu'ils sont jolis. D'accord. Parce que les autres, c'est des erreurs, mais moi je... Mais vous avez raison. Hein, ça va comme ça. Donc moi jeune, est-ce que c'est pas une façon aussi de passer au collectif, de se regarder, passer pas par soi pour regarder la société dans laquelle on vit? C'est exactement le projet éditorial, puisque la ZEP est à la fois un projet associatif et un projet éditorial. Le projet éditorial est effectivement à travers une multitude de petites histoires, de dresser un tableau collectif. C'est presque une expérience tachiste, j'ai envie de dire, du journalisme. Tachiste comme en peinture, quand on fait des tâches. Impressionniste. Par petites bribes, on arrive à dresser un portrait plus complet, qui est celui d'une époque, celui d'un collectif. Ça peut être un quartier, un environnement, une génération. On essaye effectivement, par agrégation, de construire ce portrait. Une dernière question, tout ça s'inscrit dans des représentations de la banlieue dans les médias qui ont un petit peu évolué. Ça a été votre grand sujet pendant des années à la radio, oui. Périphérie, c'était une superbe émission. Est-ce que ça évolue un petit peu? Est-ce que ça bouge un peu, vous qui les observez depuis Alors, la ZEP n'intervient pas que dans les quartiers politiques de la ville. On le fait beaucoup, essentiellement. Mais il y en a quand même quelques-uns. Moi, sans le rouvrir, Villeurbanne, etc., vous avez cité d'ailleurs. Majoritairement, puisque la ZEP est fortement soutenue par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, donc le ministère de la Ville. Donc, effectivement, on est sur ce terrain-là. Quelles sont les évolutions le plafond de verre n'est pas brisé, quoi. Ce serait malhonnête de dire le contraire. Et des choses changent, vous en parliez tout à l'heure dans votre chronique sur les ZEP. La Cour des comptes dit que le bilan n'est pas forcément globalement positif, mais que se serait-il passé si ce dispositif n'avait pas existé? Oui. On n'a pas cette culture en France d'essayer de mesurer le manque, ce que font beaucoup mieux que nous les anglo-saxons, le coût évité. Et je reste persuadé que le dispositif de ZEP a eu une utilité, et comme aujourd'hui les REP, même si effectivement ça n'a pas tout résolu, quoi. Moi, jeune, autoportrait d'un âge des impossibles, ce sont des textes, mais vous faites aussi des ateliers podcasts, vidéos, etc. Je vous propose qu'on s'intéresse à la photo dans quelques secondes avec Marie-Olivier. Merci beaucoup, Amal, cours particulier. On a vu le succès, l'utilité, la fertilité des ateliers d'écriture avec la zone d'expression prioritaire. Il y a aussi d'autres formes d'art qui permettent aux enfants de s'exprimer. Aujourd'hui, vous nous parlez, Marie, des ateliers Reza. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Reza comme Reza Visual Academy. Exactement. Tout à fait. Avant tout, rapide présentation de Reza. Je ne sais pas si vous avez vu certaines de ses photos. On Immense peut en voir à l'écran. Ah ouais, tout à fait. À bientôt 70 ans, le photojournaliste franco-iranien a parcouru plus d'une centaine de pays avec son appareil photo. De camps de réfugiés en théâtre de guerre. Il a travaillé pour les plus grands titres internationaux, National Geographic, Géo, Time, El País, et il a exposé à Paris, Doha, Washington. Il a gagné aussi de nombreux prix. Et c'est un photographe et un artiste engagé, Reza, par ailleurs. Très engagé. Il le dit lui-même, la photographie pour lui est témoin de deux choses. La première, c'est la beauté du monde, et la deuxième, c'est le témoin des injustices qui parcourent ce monde. C'est sa boussole depuis l'enfance, des ruelles de son Iran natal aux zones de guerre qu'il a vues en Afghanistan. Et il est aussi très sensible, il en parle souvent aux rencontres. Oui, exactement. En fait, Reza, dans ses voyages, passe beaucoup de temps avec les gens qu'il rencontre sur le terrain. Il passe même plusieurs mois parfois. Il tisse des liens vraiment solides et il se souvient du nom et de l'histoire de chaque personne qu'il a photographiée. C'est super impressionnant. Et dans de nombreuses conférences, il cite d'ailleurs souvent cette phrase qui, je trouve, résume bien son travail. « Art is the solution, but it's not enough. Heart is the solution. » Donc l'art est la solution, mais ce n'est pas suffisant. C'est un moyen d'expression. Le cœur est la solution. Donc il joue sur art et heart. Exactement. Et la réflexion de départ de Reza, quand il crée donc les ateliers que vous allez nous décrire, c'est de se dire, je ne peux pas rester éternellement ici avec ces gens-là. Qui va continuer à raconter l'histoire? C'est ça. Il a beau passer du temps sur le terrain, au bout d'un moment, évidemment, il faut qu'il parte. Ouais. Je le cite, « Je vais raconter une histoire. J'arrive sur place. Il s'est passé quelque chose, donc j'en témoigne. Seulement quand j'en parle, il n'y a plus personne, plus de journalistes, mais l'histoire continue. Qui va la raconter ?»
D'où l'idée des ateliers Reza pour comprendre l'histoire de l'intérieur, donner une voix aux jeunes et aux enfants. C'est ça. Reza a commencé à former des enfants dans des camps de réfugiés. Aujourd'hui, des enfants et des jeunes qui vivent dans des conditions difficiles, donc que ce soit guerre, camps de réfugiés ou même pauvreté, sont formés à travers le monde. Reza ou les photographes locaux formés aux méthodes de la Reza Visual Academy leur transmettent tout leur savoir pour qu'ils puissent raconter leur propre histoire. Et donc, il y en a partout dans le monde, c'est ça ? Il y en a partout dans le monde. Il y en a qui ont été mises en place en Irak, en Argentine, en Italie, au Maroc, au Mali, et dans des quartiers en France, comme dans le Mirail à Toulouse. Et Reza m'a donné une anecdote sur le Mirail à Toulouse. Il a fait un travail avec les enfants du quartier qui ont photographié leur communauté de l'intérieur. Donc, c'est vraiment leurs appartements, les mariages, etc. Et un jeune de 13 ans du Mirail a été interviewé par France 3 à l'occasion de l'exposition qu'ils organisaient pour montrer leurs photos. Et il a dit aux journalistes, tout simplement, avant le projet photo, il fallait qu'on brûle des voitures pour attirer votre attention. Ce qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec Édouard. La photo, donc, et ces ateliers en particulier, peuvent attirer le regard sur des choses auxquelles on ne prête pas attention habituellement. C'est au fond comme les textes de la zone d'expression prioritaire. Tout à fait. Il y a un vrai parallèle. Donc, ces ateliers ont plusieurs vertus. La première, c'est que les enfants qui participent à ces ateliers apprennent un art. Donc, ils apprennent à manier l'appareil photo, ils pratiquent l'art dans leur quotidien. Ils aiguisent donc leur regard et leur sensibilité sur le monde qui les entoure et apprennent à développer leur propre storytelling visuel. Certains se découvrent même une passion ou une vocation, même si ce n'est pas le but initial. Et la deuxième vertu qu'on peut voir, c'est vraiment de donner la voix justement à ceux qu'on n'entend pas. Les photographies des enfants ne sont pas forcément techniquement parfaites, mais elles sont touchantes et surtout elles racontent ce qui se vit sur place. Et ces enfants peuvent s'exprimer par la photographie et partager leurs témoignages avec le monde par des expos ou par des livres aussi que Reza publie. Marie, merci beaucoup. Ça ressemble, hein ? Oui, et c'est tellement drôle qu'on est en train de développer un projet avec un autre photographe de Magnum qui s'appelle Patrick Zachman. Ah bah oui. Donc, alors je ne sais pas si la merveilleuse expo qui retrace son œuvre est encore visible. Des arts d'art et d'histoire du judaïsme. Et donc on est en train d'essayer de faire une monographie d'atelier d'écriture dans un immeuble de la banlieue parisienne avec Patrick Zachman. Formidable. Et effectivement, donc cette expo se diversifie. Je crois que l'expo est terminée, mais si vous avez, je pense que le catalogue est toujours visible. C'est un travail extraordinaire. Exposition. À la fois sur l'intime, son père, sa mère, son histoire familiale, et en même temps la mémoire, et tous les reportages qu'il a pu faire, la Transamérique, sur des génocides, notamment le Rwanda, etc., etc. Merci beaucoup. Et alors vous organisez ça, c'est un scoop, mais il y a aussi du podcast. Il y a du podcast. Vidéo. Vous faites des résidences d'écriture. On fait des résidences d'écriture. Tout est disponible sur le site zep.media. C'est la ZEP qui marche, il en fallait une dans ce pays. Et ça donne... Ouais, bon. Merci beaucoup, Édouard Zambo. Je cite le don d'Emmanuel Vaillant, avec qui vous avez fondé la ZEP. Merci beaucoup, Marie-Olivier. Moi, jeune, autoportrait d'un âge des possibles ou des impossibles. Vous lirez le sous-titre comme vous le souhaitez. C'est aux éditions Les Petits Matins. Et c'est un très, très beau livre. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe. Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine, au maquillage, Colline Hamel. Et puis en régie, son Amanda Montero, réalisation Benoît Party. Vous restez évidemment sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.